Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Stellantis? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, si vous voulez investir avec conviction, lisez vos rapports financiers. D'accord? Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est étudier la tendance des revenus. Donc, qu'est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants? On a clairement ici une croissance des revenus. D'accord, mais il faut faire attention. Cette croissance des revenus est liée à la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Donc, c'est une fusion qui a donné lieu à Stellantis. Donc, c'est PSA plus FCA. Ça donne STLA. Donc, les deux entreprises ici font maintenant une seule entreprise. C'est la raison pour laquelle vous avez cette variation-ci. Ce n'est pas une croissance liée aux revenus, donc ce n'est pas une croissance organique, ni même une croissance par acquisition. C'est une fusion, donc les deux entités sont devenues une seule entité. C'est la raison pour laquelle on a cette variation ici. Mais dans tous les cas de figure, avant même cela, on pourrait constater que dans les deux entreprises, on avait plutôt une stabilité des revenus. D'accord? Donc, à la fin de la journée, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde ici la marge brute. Donc, la marge brute ici est plutôt stable, d'accord? Donc, on a une stabilité des marges brutes à ce niveau-ci. C'est tout à fait normal, ce genre de variation. Ici, c'est une compagnie cyclique. Donc, on n'est pas étonné de voir ce genre de choses. Dans tous les cas de figure, c'est un checkmark. J'aime bien ça. Ensuite, on regarde ici la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA qui est stable ou croissante? Ici, on a une marge EBITDA qui est plutôt croissante, d'accord? Et la raison est simple. Quand deux entités qui font exactement la même chose font une fusion, alors il y aura des coûts supplémentaires, il y a des doublons qui doivent être effacés. Par exemple, la recherche et développement. Si PSA avait l'habitude d'allouer 2 milliards pour la recherche et développement, ainsi que Fiat Chrysler 2 milliards pour la recherche et développement, ça faisait 4 milliards pour les deux entités quand elles étaient distinctes. Maintenant, quand vous faites une seule entité, le 2 milliards en question, c'est pour tout le monde et c'est juste pas pour une seule entité. Donc, on vient d'économiser 2 milliards. Donc, au lieu de dépenser 4 milliards, on économise 2 milliards. Donc, c'est une bonne information, c'est une bonne chose. Également, pour la dépense en marketing, c'est la même chose, c'est le même principe. Si c'est 10 milliards pour la dépense en marketing, ça fait 20 milliards pour les deux quand on est séparés. Quand on est réunis, alors ça nous revient à 10 milliards uniquement pour les deux entités. Donc, c'est grosso modo à quoi ça ressemble les doublons. Donc, généralement, ce genre d'entreprise aura tendance à être encore plus efficiente parce qu'elle arrive à annuler les doublons, ce qui augmente la rentabilité de l'entreprise. Attention, ce n'est pas le bénéfice net, ça c'est la rentabilité avant la dépense en capital, avant les intérêts, avant les taxes. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, alors ce que je veux montrer ici, c'est ceci. À partir de ce niveau-ci, je ne vous ai pas montré la dette nette sur EBITDA parce que cette dette nette sur EBITDA est tout à fait négative. C'est-à-dire que l'entreprise a plus de cash que de dette. En réalité, elle a près de 22 milliards en cash présentement. Donc, si vous achetez l'entreprise, en réalité, vous l'achetez avec 7 € en supplément en cash. Donc, maintenant, ici, c'est ce que j'aimerais voir, je vais vous montrer ici, c'est ce que les analystes pensent par rapport aux revenus d'ici 2022. Parce que j'ai pris ici, d'ici 2022, 165 milliards d'euros pour notre évaluation donc en termes de revenus. Donc ici, vous voyez bien qu'on est à 165 milliards d'euros à partir de 2022. Il planche un revenu de 195 en 2025, mais on va laisser ça de l'autre côté. Je ne prendrai pas en considération tout ce qui va se passer après 2022, d'accord? Ça nous permet déjà de pouvoir répondre à la question du début ici, à savoir si l'entreprise est sous-évaluée ou pas. Donc, maintenant, les analystes pensent que le revenu sera de 165 milliards cette année. D'accord? En supplément de ça, nous avons ici une entreprise qui prévoit payer à peu près un dividende de 1,19 €. D'accord? Je n'ai pas généralement l'habitude de mentionner le dividende dans mes vidéos, mais ici, vous allez voir pourquoi est-ce que je le mentionne. D'accord? Donc, on est à 1,19 € pour le dividende. Maintenant, sur le site Zone Bourse, on estime également à 165 milliards d'euros. Donc, vous voyez que je n'ai pas pris ça dans mon chapeau. En plus de cela, vous voyez que les marges nettes sont aux alentours de, voilà, on va se dire, voilà, 8%, on va l'arrondir à 8%. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de bénéfices nets par action, on est à 4,25 € en 2022, 4,45 € en 2023, 4,65 € en 2024. Encore une fois, si on le prend par rapport à aujourd'hui, vous voyez que c'est du positif. Et on voit bien ici que c'est 1,19 € en 2022, 1,29 € en 2023, 1,37 € en 2024 en termes de dividendes. Donc, tout ce qui va nous intéresser, c'est la partie ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Premièrement, j'aimerais mentionner quelque chose. Sur la plupart de mes vidéos, vous m'entendez mentionner le free cash flow ou la marge nette. Et généralement, je vous présente un tableau avec la marge nette, d'accord? Mais
j'aimerais signifier ceci. Quand je mentionne la marge nette, c'est parce que je l'ai comparée au free cash flow. Pour moi, le plus important sur une entreprise, c'est le free cash flow. Parce que toute entreprise peut avoir une marge nette. Il suffit juste que je vende en crédit, d'accord? Je pourrais avoir un bénéfice, une marge nette, donc un bénéfice net. Or, une vente en crédit, ce n'est pas du cash qui rentre dans les caisses de l'entreprise. Ce n'est pas du cash. Or, le free cash flow, c'est exactement ce que l'entreprise a eu à rentrer dans les caisses dans le trimestre ou au courant d'une année. D'accord? Donc, quand je vous présente le tableau des marges nettes, je l'ai toujours comparé au free cash flow. Ce qui veut dire que, généralement, il est de nature que le free cash flow, d'accord, soit égal ou supérieur à la marge nette. D'accord? Dans tous les cas de figure, que ce soit supérieur ou inférieur à la marge nette, posez-vous toujours les bonnes questions pourquoi et prenez toujours en considération les free cash flow. D'accord? Donc, quand je vous présente ici, ça c'est ce que les analystes pensent par rapport à la marge nette. C'est 8% en moyenne. Vous avez vu qu'on a à peu près la même chose ici. Donc, c'est 8% en moyenne jusqu'en 2025. D'accord? Moi, personnellement, après avoir regardé la marge des free cash flow, je pense qu'on sera à 5%. Et 5%, pourquoi? Parce qu'il y aura énormément de dépenses en capital présentement. D'accord? Si vous comprenez, si vous avez fait de la comptabilité, vous savez que la dépense en capital par rapport au free cash flow est très importante. Donc, généralement, si vous avez une dépense en capital élevée, vous aurez un free cash flow très très bas. Et attention, je vous enverrai dans vos cours de comptabilité. C'est très important. De toute façon, si vous êtes un investisseur, vous devez à la base savoir lire un bilan comptable. C'est très important. Donc ici, je prends 5% en termes de marge. Ce n'est pas que l'entreprise, au niveau des free cash flow, ne peut pas avoir du 8% et plus. C'est juste que les dépenses en capital liées aux voitures électriques ou à la recherche et développement par rapport aux voitures électriques vont être élevées sur les années à venir. Donc, on va prendre 5% de marge. Dans tous les cas de figure, vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Donc, on prendra 5% en termes de marge bénéficiaire. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne au niveau de l'évaluation? Premièrement, j'ai pris 165 milliards en termes de revenus. D'accord? 5% de 165 milliards, ça donne 8 milliards 250. D'accord? Au niveau des multiples, j'ai utilisé 3 multiples. Un de 10, un de 12 et un de 13. Je ne l'ai juste pas pris dans mon chapeau. La moyenne des PER dans cette industrie-ci est généralement située entre 10 et 15. Et 15 étant pour les meilleures entreprises, les plus grosses. Donc ici, en me situant entre 10 et 13, je suis à peu près équilibré. D'accord? J'utilise les PER. Donc le PER, généralement, c'est le price, c'est le multiple par rapport au bénéfice net. Donc, je reviens encore sur l'explication des free cash flow. Je dis ceci. Le free cash flow est soit égal ou supérieur au bénéfice net. Donc, si on utilise un multiple des bénéfices nets, techniquement, il devrait s'appliquer également sur les free cash flow. Donc, c'est pour pouvoir nous donner une meilleure information par rapport à la valeur. Donc, ne vous sentez pas, il ne faut pas que vous soyez confus par ce que je mets PER ici. J'aurais pu dire multiple par rapport au free cash flow parce que également, ça existe. Mais sauf que, pour rester simple, donc, c'est un ratio que vous pouvez trouver facilement. Donc, le PER, c'est un ratio que vous pouvez trouver facilement, généralement, en faisant 2 ou 3 recherches sur Internet. D'accord? Mais privilégiez toujours un free cash flow sur une période de temps d'au moins 10 à 20 ans. D'accord? Donc, ce n'est pas le sujet ici aujourd'hui, mais je préfère toujours avoir des précisions parce que j'ai eu un commentaire dans ce sens-là. Et la personne en question avait parfaitement raison. Il faut que j'insiste par rapport au free cash flow. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on met ici? J'ai 3 multiples, d'accord? Le premier multiple, 10 fois les bénéfices ici, par 10 fois 8 milliards 250, ça fait 82 milliards 500, plus la dette nette, donc plus le cash net qui est de 22 milliards 789, divisé par le nombre d'actions ici qui est de 3 milliards 132 millions, 132,8 millions, d'accord? Donc, on va dire ici 3 milliards 133, ça donne ici 33,61 euros l'action à 10 fois les bénéfices, plus la dette nette, plus le cash net. Quand on prend 12 fois les bénéfices, ça fait 38 euros l'action. Donc, on peut la rendre à 39. Et quand on prend 13 fois les bénéfices, on est à 41 euros l'action. Maintenant, si vous me demandez dans quel cadre je me situe, personnellement, je vous dis une chose. Je pourrais aussi bien me situer à 13 fois les bénéfices, donc ici, qu'à 10 fois les bénéfices. Ça ne me dérange pas. Donc, on va rester équilibré. Je dis qu'OK, on va le prendre à 39 euros l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, cette entreprise vaut 39 euros l'action. Et ça, c'est en étant conservateur. Parce que le plus important dans une entreprise, pareil, premièrement, quand vous allez lire les rapports financiers sur une entreprise,
qui vend des voitures. Donc, c'est une entreprise c'est une industrie extrêmement cyclique. Donc, il faut toujours privilégier celles qui n'ont pas de dette parce que tôt ou tard, le cycle va se retourner. Et deuxièmement, il faut vérifier est-ce qu'il n'y a pas un bras financier dans cette entreprise-là parce que ça peut compliquer les calculs. D'accord? Parce qu'il faut également vérifier le risque de crédit à l'intérieur. C'est-à-dire que je peux bien vendre des voitures aux gens, je vais enregistrer ça comme une vente, comme des bénéfices. Mais si ces gens-là ne sont pas solvables, ça va me rattraper. Souvenez-vous, en 2008, par rapport à General Motors, c'était la même chose. C'est le bras financier qui dérange, qui a fait faillite. C'est le bras financier qui avait un problème. D'accord? Ce n'était pas la partie manufacturière, donc c'était vraiment le bras financier. Et le bras financier peut couler une entreprise. Donc il faut absolument régulièrement regarder ce genre d'informations-là. Et ce bras financier est utile parce que ça facilite les ventes. Donc généralement, la plupart des grandes entreprises, la plupart des voitures, des vendeurs de voitures ont généralement un bras financier. Par exemple, Renault. Donc, on revient ici. Donc, c'est une particularité dans les entreprises qui vendent des voitures. Donc, dans les fabricants de voitures, c'est une particularité chez eux. C'est généralement, on peut considérer que c'est des compagnies financières également. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça également que les price to earning, les PER, donc les multiples, au lieu parfois d'être aux alentours des 15, 20, seront situés aux alentours des 10. D'accord? Parce que ça prend en considération ce risque-là. Donc, on revient à notre explication ici. Stellantis, c'est 39 €. J'ai été agréablement surpris en voyant que c'était 39 € parce que ce n'est pas le genre d'entité que je regarde. Moi, je n'aime pas les voitures. Je n'aime pas les fabricants de voitures, mis à part Ferrari parce qu'ils ont un pricing power. Mais il y a parfois, l'opportunité est tellement belle que voilà, comme il y a sur Volkswagen, ce genre d'entité-là, l'opportunité est tellement belle qu'on ne peut juste pas dire non. Mais il faut toujours aller avec une petite partie de son portefeuille. Donc, à la fin de la journée, 39 €, c'est la valeur de l'entreprise en date d'aujourd'hui. Actuellement, on cote à 15,16 €. Je vous laisse tirer les conclusions. Et je vais terminer par une partie. Ici, je vous ai rappelé ici que l'entreprise prévoyait payer 1,19 € en termes de dividendes. En date d'aujourd'hui, le prix est de 15,16 €. Donc, quand on fait 15,16 €, d'accord, quand on prend 1,19 € divisé par 15,16 € multiplié par 100, ça nous donne un rendement de 7,8%. Et ce dividende-là est safe. Il ne représente que à peu près, on va se dire, aux alentours de 25% de 4,25 $. Et quand bien même vous le prenez par rapport au free cash flow, il représente à peu près la moitié des free cash flow qui sont aux alentours de 2,63 €. D'accord? 2,63 € ici, c'est en prenant le 8 milliards 250 millions ici divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, ça donne 2,63 €. Donc, si l'entreprise revient à vous verser la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vu qu'elle n'a pas de dette, d'accord, au prix actuel, donc je vais juste changer ça ici, donc c'était 16 €, donc au prix actuel, ça vous redonne un rendement de 17,35%. 17,35%. Faites le même calcul maintenant avec les 4,25 €. Parce que je vous ai dit ici que les bénéfices nets, j'ai pris la marge des bénéfices des free cash flow inférieure à la marge des bénéfices nets. Et ce n'est pas parce que les free cash flow ne peuvent pas être égal aux bénéfices nets, donc en termes de marge, c'est juste parce qu'il y aura des dépenses en capital dans les années à venir. D'accord? Donc j'essaie d'être le moins optimiste possible, d'accord, tout en restant équilibré. Donc, quand on revient ici, de toutes les façons, un rendement de 8% qui est safe pour une compagnie qui vend des voitures, c'est correct. D'accord? Mais attention, quand vous achetez ce genre d'entreprise-là, attendez-vous également qu'on coupe le dividende si l'entreprise est en difficulté. Mais moi, ça ne me dérange pas à la fin de la journée. Du moment où l'entreprise n'a pas de dette, je sais que c'est temporaire. D'accord? Donc, je peux bien rester tranquille pendant 2 ou 3 années. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise vaut 39 €. Mais ça ne veut pas dire que si vous l'achetez à 15 € aujourd'hui, le 39 € c'est le mois prochain ou bien l'année prochaine. Non. Soyez au moins prêt à souffrir pendant 5 ans. Et tant et aussi longtemps que la partie opérationnelle est de qualité et le management est essentiel dans une compagnie qui vend des voitures. D'accord? Donc, tant aussi longtemps que c'est de qualité, on reste tranquille. Respirez, lisez vos rapports financiers et accumulez des connaissances dans l'industrie par rapport à la compétition. D'accord? Donc Stellantis ne va pas disparaître parce que Tesla existe. À un moment donné, il y aura tellement de voitures électriques que ça va vous dépasser. Vous allez vouloir revenir aux voitures à essence. J'ai une préférence pour les voitures à essence en particulier. Donc, quand on revient ici, ce que j'aimerais dire c'est ceci. Dans cette partie-ci, je vous ai mentionné tantôt que l'entreprise avait près de 22 789 € en termes de cash. Divisé par le nombre d'actions ici, ça nous donne 7,27 €.
D'accord? Quand vous prenez 15,16 € qui est le prix actuel, moins 7,27 €, ça vous donne 7,89 €. Donc, si aujourd'hui, vous avez les moyens d'acheter toute l'entreprise Stellantis à 15,16 €, d'accord? Si votre offre est acceptée, en réalité, quand vous achetez l'entreprise, vous allez trouver dans les caisses 7,27 € par action. Donc, en réalité, vous aurez dépensé 7,89 €. Donc, en date d'aujourd'hui, en l'achetant à 15,16 €, vous l'achetez à 7,89 €. Et si on prend par rapport aux dividendes, 7,80 €, excusez-moi. Si on prend par rapport au dividende qui est ici 7 €, si on prend 7,89 €, d'accord, on reprend le même calcul, divisé par notre dividende ici qui est de 1,6119, donc le rendement ici nous donne 15%. Donc on va vous dire, en réalité, vous avez un rendement de 15% en date d'aujourd'hui. Si l'entreprise prend tout le cash, vous distribuez par exemple un dividende spécial, vous aurez chacun 7,27 €. D'accord? Si elle rachète le nombre d'actions, si elle rachète ses actions, c'est également une bonne chose. Donc, votre marge de sécurité est assez élevée en date d'aujourd'hui. Ce qui me conforte à l'idée de dire que Stellantis, c'est 39 € l'action. Donc, tous ceux qui ont acheté Stellantis aux alentours des 10 €, 12 €, tout ça, gardez vos actions. Gardez vos actions. Dormez tranquille. Accumulez vos connaissances dans l'industrie. Si vous avez des doutes présentement, c'est généralement parce que vous ne lisez pas vos rapports financiers. Je sais à quel point ça peut être chiant de lire un rapport financier, mais sachez que quand vous gagnez de l'argent, quand vous savez que non seulement vous allez protéger de l'argent derrière, et également vous pouvez sensiblement gagner plus d'argent, vous allez commencer à aimer cela. Donc, choisissez la partie difficile. Ne choisissez pas la facilité. Quand vous choisissez la facilité, les conséquences sont généralement douloureuses. D'accord? Donc, rien n'est facile quand on investit. Au début, c'est compliqué, mais au fur et à mesure que vous accumulez de la connaissance, ça vous prendra 2-3 secondes pour estimer la valeur d'une entreprise et pour pouvoir déterminer quels sont les avantages compétitifs. D'accord? Donc, ici, Stellantis, c'est 39 € l'action. Donc, j'ai été assez long aujourd'hui parce que je voulais vraiment prendre ça en considération. Donc, c'est 39 € la valeur de l'entreprise. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est une opportunité d'investissement. Et pour ceux qui adorent les dividendes, vous êtes servis. Donc, à la fin de la journée, tirez les conclusions nécessaires, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.